Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Pour ce live, j'ai pris avec moi une Fenix 7X Saphir. J'ai aussi une Epix Saphir. Et puis, si jamais à un moment on a besoin de faire une comparaison, j'ai également pris avec moi ma Fenix 6X Pro Solar. Donc on pourra aborder tous les sujets que vous voulez. Et puis si vous visionnez ce live en le replay sur YouTube, eh bien, vous pouvez aller dans la description de la vidéo, vous verrez le script et qui vous permettra d'aller directement voir les chapitres des sujets qui vous intéressent. Ça vous permettra de gagner un petit peu de temps. J'ai d'ailleurs mis à jour mon article sur le blog. Si vous allez voir maintenant, vous trouverez une comparaison d'une trace GPS entre la Fenix 7X en précision, géolocalisation double fréquence et la 6X Pro Solar en simple fréquence, en GPS seul. Et vous allez voir la différence, c'est assez flagrant. C'est épatant, quoi. Il y a vraiment une grosse différence. Et parce que vous allez me poser la question, la précision de la Fenix 7X Plus, 7X Saphir en double localisation, double fréquence est même meilleure que la Coros Vertix 2 en double fréquence. Là-dessus, Garmin a vraiment bien réussi son truc. Ah oui, question importante là, Manuel, parce que j'ai fait une petite correction. En fait, dans ce que m'avait présenté Garmin fin décembre, j'avais compris que le double fréquence était présent sur les modèles Solar et les deux modèles Saphir. Et j'ai fait une petite boulette, c'est uniquement sur les modèles Saphir. Donc j'ai confirmé ça avec le Product Manager. Et c'est donc bien que sur les produits Saphir, j'ai corrigé ça dans l'article. Alors, il y a quelqu'un qui demande si la précision est similaire à celle du Stride. C'est quelque chose que j'ai pas encore testé. Là-dessus, il faudrait que je sorte quelque chose sur une piste avec la 6X et le Stride et puis la 7X. Bon, j'ai plein de configurations qu'il faut que je teste, hein. Il faut que je teste aussi l'impact de l'affichage de la cartographie sur les pics quand on l'affiche en longue durée. Est-ce que réellement on arrive à l'autonomie qu'annonce Garmin? Parce qu'en général, l'affichage de la carto, ça demande pas mal de travail de CPU et donc souvent c'est quelque chose qui consomme plus. Le tactile, eh bien le tactile, alors si, je ne sais pas ce que vous avez vu cet après-midi, mais j'ai sorti deux vidéos. La première vidéo, je présente les versions et dans la deuxième vidéo, je présente le fonctionnement du tactile. Alors, je vais sortir les pics parce que je pense que ça rendra mieux à l'écran, mais le tactile, il est super réactif, il marche très bien. J'ai fait un test vite fait au mois de décembre. Alors, comme je suis à l'envers, au mois de décembre, j'ai fait un test vite fait avec un petit gant, vous savez, un petit gant fin, tout bête, hein, acheté chez Decathlon. Ça fonctionne. J'ai fait aussi un test avec des gouttes d'eau sur l'écran, ça fonctionne. Et vraiment, je lance pas des fleurs à Garmin, ou au contraire, si, je peux lancer des fleurs à Garmin quand c'est bien, il faut le dire. C'est le meilleur écran tactile que j'ai jamais testé. Je pense que bon, voilà, Garmin a attendu avant de sortir une montre en tout cas outdoor avec l'écran tactile. Mais là pour le coup, on peut dire que ça valait le coup d'attendre parce que ils ont sorti quelque chose qui fonctionne vraiment très bien. Et alors je vais vous afficher un petit coup la carto. Voilà, pour la carto, c'est quand même super efficace. Il suffit de double taper pour zoomer, on la déplace. Il y a un raccourci, deux boutons là, on désactive l'écran tactile, deux boutons là, alors là il doit être désactivé et là il est activé. Donc en fait à tout moment ce raccourci fonctionne, qu'on soit en mode montre ou en mode enregistrement sportif. Donc en fait vraiment vous pouvez partir sur une séance de sport avec le tactile activé. Vous voyez qu'il pleut, ça commence à merder, bah, vous désactivez le tactile et puis vous pouvez continuer toutes les fonctions avec les boutons. Bon, j'étais un petit peu long, j'ai dû rater des questions.
Je l'ai depuis décembre. Alors oui, si vous voulez, un peu le dessous, parce que c'est aussi ça l'intérêt de faire des lives, hein. En fait, ces articles et vidéos, ça s'est construit en 2 temps. Le premier temps, c'est fin décembre, donc au tout début des vacances scolaires, juste avant Noël. Là, j'ai été passer une journée au QG de Garmin à La Défense et j'ai passé une journée complète avec presque un modèle de chaque version. Donc il y avait 9 Fenix 7 et Epix, plus beaucoup de Fenix 6. Donc là, j'ai passé une journée et vraiment, Garmin m'a donné le champ libre. J'ai pu faire ce que je voulais, mais à une condition, c'est que je n'avais pas le droit de ramener les montres chez moi. Je ne pouvais pas faire de test et je ne pouvais pas les coupler à un Garmin Connect. Et la deuxième phase, ça a été le week-end dernier, samedi. Je me suis rendu chez Iron pour tourner une vidéo pour leur lancement à eux. Donc c'est pour ça que vous trouverez sur certaines pages du site Iron. Et là, c'est là que j'ai récupéré la 7X et l'Epix. Cette fois, je suis bien rentré chez moi avec les montres. Donc c'est pour ça que j'ai pu courir avec dimanche. C'est pour ça que j'ai une première trace GPS en mode double fréquence. Mais j'avais simplement une limite encore, c'est que je ne pouvais pas coupler les montres à Garmin Connect. Ça m'a un petit peu limité dans, par exemple, le test de Up Ahead, l'écran qui sert de roadbook, parce que je m'en suis servi, en fait, j'ai téléchargé à la main un fichier d'itinéraire, je l'ai transféré par câble directement dans la mémoire de la montre. Je ne suis pas passé par Garmin Connect. De ce fait, je n'avais pas les indications turn by turn. Donc j'avais toutes les indications des points of interest que j'avais mis moi-même sur l'écran, mais je n'avais pas les indications turn by turn. Et donc il me reste un test, maintenant que je peux coupler les montres, donc je l'ai fait cet après-midi, que j'ai pu coupler les montres à Garmin Connect, il me reste un test à faire sur un long itinéraire, donc pour simuler un long trail avec plein de points of interest. Voir ce que ça donne sur l'écran et notamment s'il y a 15 indications de turn by turn avant le premier ravito, est-ce qu'on a les 3 premiers par exemple qui seraient les 3 prochains turn by turn, ou bien est-ce qu'on a le prochain turn, est-ce qu'on a le prochain ravito et est-ce qu'on a le prochain sommet par exemple. Donc voilà, c'est pour ça que les articles que j'ai postés aujourd'hui, bon, vous avez dû voir un petit peu la différence si vous êtes habitué. C'était pas aussi poussé que des vrais tests complets. Ça, il va me falloir quelques semaines. Alors, Tivin, maintenant qu'il a vu le live, alors voilà, j'ai fait mon bon commercial apparemment. Maintenant, il va aller craquer sa visa. Je vous rappelle, hein, moi, c'est pas mon job, je suis pas professionnel. Mais cela dit, dans tous les articles, vous trouverez des liens vers Iron dans la description des vidéos. Et en fait, ce qui se passe, c'est chaque fois que vous cliquez sur un de ces liens et que vous commandez chez Iron dans la foulée, eh bien Iron me reverse une commission. Ça récompense mon travail. Je ne dis pas que c'est ça qui me maintient motivé. De toute façon, je m'éclate à faire tout ça. Là, vraiment, pour le lancement de la Fenix 7 depuis le 20 décembre, je me suis éclaté. J'ai encore des choses en stock. Donc là-dessus, continuez de suivre, notamment Instagram. Pour YouTube, bon, ça y est, c'est fait. Je vous ai sorti les 2 grosses vidéos. Sur le blog, c'est pareil, il y a l'article, il y a tout dedans. Et donc là, dans les jours qui viennent, je vais sortir pas mal de choses sur Instagram. Mais donc voilà, si vous commandez, pas forcément que des montres, hein, même si vous voulez commander des chaussures ou n'importe quoi, moi j'oblige personne à commander chez Iron. Enfin là, si j'ai eu les montres en avance la semaine dernière, c'est aussi pas mal grâce à eux. Et donc, il suffit que vous cliquiez sur un lien, n'importe lequel, que vous trouverez sur ma page Facebook, que vous trouvez sur le blog, dans la description d'une vidéo. Vous cliquez dessus, il y a un petit marqueur qui dit à Iron, ça c'est quelqu'un qui a vu quelque chose de Jérôme et donc il me reverse une commission. C'est sympa, vous ça ne vous coûte pas plus cher. Si vous commandez ailleurs, très bien, mais voilà, si vous avez l'habitude de faire des commandes chez Iron, vous pouvez passer par ces liens. Et c'est sympa, ça me soutient. Ça me permet aussi d'acheter, de payer les abonnements Deezer pour tester le lecteur de musique, de payer l'abonnement Strava pour tester les segments Strava Live,
de payer la lumière, le micro, etc. Parce que ben, depuis que j'ai un micro et une lumière, les lives sont quand même beaucoup mieux qu'au tout début. Voilà, ça fait tout ça. Il y a quelqu'un qui a dit j'ai bien caché mon jeu. Cédric, voilà. Et vous imaginez même pas à quel point j'ai dû me mordre les lèvres. Vous imaginez, imaginez quand même bien que les montres, je les ai eues dans les mains, j'en avais une dizaine dans les mains depuis je crois que c'était le 20 décembre. Vous pouvez aller voir, de toute façon il suffit d'aller voir la vidéo sur YouTube et puis sur les watch face, je pense qu'on voit la date sur certaines watch face. Donc depuis le 20 décembre, je savais tout. Et puis là, la semaine qui vient de passer, il y avait plein de fuites, ça se déchaînait, il y avait des trucs de partout, plein de shops qui lâchaient des trucs. Alors ça a commencé par la boîte, après ça a été les photos des montres, après les fonctionnalités, les prix d'abord, après les fonctionnalités. Et bah, j'espère que vous m'en voudrez pas. J'ai relayé aucune de ces fuites. Là-dessus, j'ai été absent complet. Alors, j'ai pas fait de censure sur le groupe Je ne suis pas un héros, mais j'ai une Garmin. Donc, j'ai laissé faire. S'il y a des fuites quelque part et que des gens voient les fuites et les ramènent sur le groupe, c'est pas de ma faute. Ça, Garmin ne me le reprochera pas. Donc ça, je l'ai laissé. J'ai pas fait de censure. Ça a amusé beaucoup de monde d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment cru que c'était des fakes jusqu'au dernier moment. Je vous jure, j'ai vraiment. En plus, je suis tout. Je reçois énormément de messages. Là aujourd'hui, vous imaginez même pas combien de commentaires il y a eu sur les vidéos YouTube, sur Facebook et tout. Mais quand même, je regarde tout. Je regarde tout parce que de temps en temps, ça m'arrive de supprimer des messages ou de supprimer des commentaires. Vraiment, j'applique. Et là-dessus, je suis aidé par des modérateurs. Donc merci à eux. Alexis, en plus de faire la cartographie, il est aussi modérateur sur ce groupe. Et vraiment, on est draconien sur la propreté de ces groupes. Mais moi, je devais rien dire. Je me mordais les lèvres. Je me disais, ah là, il fallait que je fasse attention à toutes les photos que je poste et tout. Quand je tournais une vidéo, il fallait pas qu'on voit les montres au poignet et tout. Bon, je vous assure, c'était quand même une expérience super palpitante. La journée aujourd'hui, c'était fou. Il y en avait de partout. Donc bon, j'espère que vous m'en voudrez pas pour l'absence de news pendant les fuites. Que ce que vous avez vu aujourd'hui, c'était sympa. Que ce soit les vidéos, l'article, le live de ce soir, les petits montages sur Instagram. J'en ai encore un. Alors du coup, je ne sais pas si je le posterai demain parce que je vous ai dit que je posterai la photo de la cartographie sur les Pix. La nouvelle cartographie d'Alexis sur les Pix. Donc bon, je vous présente, j'aurai un autre petit montage, mais bon, d'ici, il y a encore jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bon voilà, donc si vous avez un compte Instagram, allez suivre le compte Montre Cardo GPS. Il y aura encore pas mal de choses pour vous présenter les Fenix 7 et les Epix sous toutes les coutures. Pour tester un petit peu tout ce que j'ai besoin de tester la recharge solaire. Alors la recharge solaire, j'ai testé cet après-midi parce qu'il y avait du soleil. Il n'y avait pas de soleil samedi, pas de soleil dimanche, pas de soleil lundi. Donc c'est qu'aujourd'hui, j'ai essayé de voir si avec l'anneau plus large, on arrivait cette fois à recharger la montre. Donc je l'ai placée 2 heures au soleil, elle était à 89% et 2 heures plus tard, elle était toujours à 89%. Donc pour l'instant, j'ai encore pas réussi à faire gagner 1% juste avec la recharge solaire, mais c'est quelque chose que je voudrais vraiment tester parce que ça commencerait à faire la différence entre la recharge solaire sur les Fenix 6 où c'était juste limiter la perte d'autonomie. Là, si on arrivait vraiment, ne serait-ce qu'à gagner 1%, mais voilà, imaginez, vous partez sur le GR20, vous arrivez au refuge en général assez tôt, hein, vers 15 heures, eh bien, si vous pouvez laisser la montre de 15 heures jusqu'à, je ne sais pas à quelle heure se couche le soleil en Corse l'été, mais on pourrait bénéficier de beaucoup d'heures de recharge avec le solaire, et ça serait vraiment bien. T20 qui dit la différence d'écran est quand même vendeur pour les Pix. Alors là, c'est clair. Une fois, je vais être honnête, hein, une fois qu'on a goûté à l'Epix, eh bien, revenir à la Fenix 7 X, c'est quand même difficile, quoi. En fait, en plus, là, j'ai une version saphir, donc vous voyez, ça fait comme un petit voile blanc sur l'écran. Et en fait, quand on a vu ça, regardez, je vais vous afficher les mêmes widgets, par exemple le widget météo.
C'est peut-être pas celui qui a le plus de couleurs, mais je vais vous afficher celui-ci. Là. Hop. Là, vous voyez l'intensité des lumières, des couleurs ici. Et regardez là. Bon, voilà, il y a... C'est vraiment... C'est difficile de revenir en arrière une fois qu'on y a touché, quoi. Bon, après, il y en a qui préféreront avoir plus d'autonomie et qui diront non, je veux une Phenix 7. Donc on fera toujours le choix en connaissance de cause. Mais c'est vrai que l'écran, c'est quelque chose qu'on attendait. Le tactile, ben, même s'il y a des gens pour qui c'est rédhibitoire, moi je trouve qu'il y a des situations pour lesquelles c'est utile, et notamment pour la carto. Et puis dans l'usage de tous les jours, pour faire défiler des widgets, ça passe bien. Et puis l'écran AMOLED, ben, c'est juste beau, quoi. Alors ça se paye. Garmin a décidé de placer ça en premium. Ce qui demande donc l'utilisation du tactile. On en revient à ça. Donc quand on peut faire défiler des widgets, des menus. On tape une fois pour sélectionner. On a le glisser de droite à gauche pour revenir en arrière. Et puis sur la cartographie, je vais vous lancer un mode carto. Hop. Sur la cartographie, voilà, donc on double tape une fois pour activer le tactile, et ensuite on peut bouger comme ça. Par contre, il n'y a pas de... on ne peut pas zoomer ou dézoomer en glissant deux doigts comme sur un smartphone. Là, on a les deux petits boutons sur le côté qui font plus-moins. Ou alors, si on veut zoomer, on fait le double tap et là, ça zoome. Alors, il y a quelqu'un qui a dit dommage de ne pas pouvoir zoomer, dézoomer facilement. En fait, non, je ne suis pas d'accord. Le zoom est vraiment facile. En fait, on double tape à un endroit et si on double tape pas au centre, ça va centrer la carte là où on double tape. Donc pour zoomer, c'est super facile. Par contre, pour dézoomer, là, c'est vrai que j'utilise moi aussi j'utilise le bouton pour dézoomer. Là, vous voyez que la carto est pas belle, elle est noire et bleue. Parce que je vais vous montrer une tuerie. Là encore, je vous montre une exclue. Tout l'après-midi, Alexis, donc vous devez connaître Alexis, hein, le fameux Alexis de la cartographie d'Alexis, qui a été téléchargé 20 000 fois. Donc c'est pour moi la meilleure cartographie outdoor. Si vous ne connaissez pas encore, eh bien, allez sur le blog et vous tapez meilleure cartographie ou comparaison cartographie, meilleure cartographie Garmin, et vous allez tomber dessus. Vous pourrez la télécharger, c'est gratuit. Mais donc là, avec la sortie de l'Epix, il a une possibilité d'exploiter un écran qui fait maintenant qui a une résolution maintenant énorme. C'est quasiment le double de ce que les Phenix 7 avaient. Et donc il a déjà bossé, il a commencé à explorer le terrain. Donc je vous montre une exclusivité de ce que ça pourra donner à l'avenir. Il bosse encore dessus. Mais regardez un peu cette carto. Il vient de me le donner là, juste ce soir. Il me l'a donné en test. Parce qu'en fait, c'est lui qui fait les cartos et c'est moi qui les montre. Alors, j'arrive pas très bien à faire le focus. Je ne sais pas si vous voyez un peu la qualité de cette cartographie. Il m'a envoyé un petit bout là vers Lyon. Et j'ai fait une capture d'écran. Je vous la mettrai sur l'article demain. C'est vraiment, là on a l'impression d'avoir une carte IGN, les couleurs sont superbes, les détails, il y en a plein. Donc c'est là-dessus, bon, je lui ai confirmé ce soir que ça fonctionnait bien, que c'était une tuerie, je lui ai dit comme ça. Non, je lui ai dit que c'était dément. Je lui ai dit que c'était dément et donc ce soir ou demain, là, je vous mettrai la capture d'écran de ça, ou je mettrai une photo sur Instagram. Abonnez-vous au compte Instagram, c'est Montre Cardio GPS, hein, et puis je vous mettrai une photo du rendu de cette cartographie sur Instagram. Pour l'instant, il m'a donné qu'un petit bout, c'est centré sur Lyon. Mais s'il arrive à développer ça pour toute la France, il va encore faire une tuerie. Et la cartographie d'Alexis a encore des beaux jours devant elle. Voilà, comme dit Fabien, on dirait une carte IGN, vraiment, on dirait une carte top 25, quoi. Alors, j'ai pas encore regardé, comme j'ai qu'un petit bout sur Lyon, j'ai encore pas regardé si sur les GR, ce qu'on avait comme indication, etc. Bon, et puis lui de son côté, il a
il fait ça en plus de son boulot, hein, donc bon, il a fait ça dans l'après-midi. Déjà dans l'après-midi, il a découvert les montres parce qu'il n'avait pas l'exclu. Et puis ensuite, il m'avait dit qu'il allait regarder, qu'il allait jeter un œil. Et en fait, dès ce soir, là, si on a commencé le live avec 5-6 minutes de retard, c'est à cause d'Alexis. Parce qu'il m'a envoyé ce fichier-là, j'ai voulu le dézipper tout de suite, le mettre dans la montre, j'ai regardé le rendu et je lui ai dit waouh, c'est dément. Et là, il m'a dit ah bon, ça rend bien? Je dis oui, oui, attends, je te fais une capture d'écran, c'est dément. Ah bah voilà, Alexis répond, c'est une carte IGN. J'ai pas réussi à voir la suite de son message, ça défile un peu vite là. C'est quoi le nom de la carte? Eh, doucement, 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 doucement. Pour l'instant, c'est Alexis qui développe ça. Il développe ça sur son temps libre. Lui aussi, c'est un passionné du domaine. Donc, on a échangé déjà depuis longtemps au sujet des cartographies. Et évidemment, je lui avais fait un peu un teasing en disant qu'avec la résolution de l'EPIX, il y avait vraiment quelque chose à faire. Et là, il m'a sorti un truc encore mieux, faut le dire, hein, encore mieux que la cartographie Garmin de base. Il n'y a vraiment pas photo. L'autonomie réelle de l'EPIX face à la Suunto 7, je pense qu'il n'y aura pas photo. Hein. La Suunto 7 en alpinisme, avec l'affichage de la cartographie tout le temps, la montre tombait à 0 au bout de 7 heures l'été dernier. Non, il y a 2 étés, en 2020. Donc là, bon, il faut que j'aille faire une grosse randonnée avec l'EPIX, afficher la carto en permanence avec un suivi d'itinéraire. Et là, je vous dirai ce que ça donnera. L'autonomie de l'EPIX peut-elle être suffisante pour le trail? Bah oui, sans problème. L'EPIX, elle est donnée à 45 heures. Alors 45 heures, c'est avec l'extinction automatique de l'écran. Ça vous impose à faire la rotation de poignet, attendre une seconde pour lire les données. Et puis sinon, vous activez le mode Always On, et là de mémoire, c'est 30 heures. Donc bon, 30 heures. Prenez un peu de marge si jamais vous allez afficher la cartographie, si vous n'êtes pas sur une course, que l'itinéraire n'est pas forcément balisé. 30 heures, bon voilà, 30 heures, vous faites déjà 2 jours de trail, vous faites un week-end complet, tranquille, quoi. Donc voilà, pour répondre à la question de Mathieu, est-ce qu'on peut faire une course de plus ou moins 20 heures? Avec l'EPIX, je réponds sans problème. D'autant qu'il y a un gestionnaire de batterie, on retrouve le gestionnaire de batterie qu'il y avait sur les Fenix 6, c'est-à-dire que vous pouvez préparer vos réglages à l'avance et la montre vous fait le calcul de la prédiction d'autonomie que ça va donner. Donc en fait, vous pouvez regarder par exemple, vous mettez en GPS en mode localisation multibande, vous dites ah bah tiens la mince ça va pas faire assez d'autonomie, bah hop paf vous passez en mode GPS simple, là la montre vous affiche le gain d'autonomie. Vous pouvez faire pareil avec le réglage de l'écran, enfin bon, il y a pas mal de les alertes, les capteurs, les autres capteurs qu'il faut chercher, les connexions Wi-Fi, Bluetooth, etc. Donc bon, c'est pour une course de 20 heures, il n'y a pas de problème. Même techno, EPIX et Fenix. Oui, c'est exactement les mêmes capteurs, la même puce GPS, le même capteur cardio-optique. La même construction, le même boîtier, la même lunette qui a été modifiée avec les petites pattes qui sont couvertes par la plaque métallique. Vraiment, c'est le même bracelet, le même connecteur, tout est pareil. Il n'y a que l'écran qui change. Et le fait qu'il n'y a pas de version Solar. Raphaël qui demande s'il y a des fonctionnalités supérieures sur la Fenix 7 par rapport à l'EPIX. Non. Elles ont exactement les mêmes fonctionnalités, il n'y a vraiment que l'écran qui change. Alors après, attention, hein, il y a une EPIX et une EPIX Saphir. Il y a une Fenix 7 Solar, Fenix 7 Saphir. Donc bon, les modèles Saphir entre eux ont les mêmes fonctionnalités. Les modèles de base entre eux ont les mêmes fonctionnalités. Et ensuite, la Fenix 7 a le modèle Solar intermédiaire. Mais donc l'EPIX n'a pas les mêmes fonctionnalités que la Fenix 7 Solar, par exemple. Alors, pour Thomas qui demande si le saphir gêne la lisibilité, ça dépend des situations. Ça fait un petit reflet blanc. En fait, ça reflète plus. Là, pour ça, vous pouvez aller voir, j'ai une vidéo exprès là-dessus. Je ne sais plus exactement comment elle s'appelle, mais ça doit être, je sais pas, comparaison saphir ou phénix. Bon, j'avais testé 2 phénix. Et vous verrez que quelle que soit la situation, j'avais testé ça en intérieur, en extérieur, avec du soleil et un peu de nuages, quelle que soit la situation, le saphir reflète plus. Donc alors,
bien souvent, c'est pas dramatique parce qu'il suffit d'incliner la montre un petit peu différemment et on arrive à lire. Ça empêche pas de lire l'écran transréflectif. Plus il y a de la lumière dehors et plus les couleurs ressortent. Donc mais en visibilité, par exemple en intérieur, quand la lumière est un peu plus faible et selon les inclinaisons, c'est quand même beaucoup moins lisible. En fait, les Phoenix et Epix qui ne sont pas saphir, elles ont un verre Gorilla Glass DX. Et en fait, le DX, c'est la dénomination du verre de Gorilla qui est spécialement fait pour les wearables. C'est-à-dire beaucoup de translucidité et très peu de reflets. Donc voilà, d'un côté, on a un verre qui est... Alors d'un côté, c'est pas un verre, on a un saphir. D'un côté, on a un saphir qui est spécialement fait pour être anti-rayures. Et de l'autre côté, on a un verre qui est spécialement fait pour être ultra lisible. Donc forcément, quand on les met côte à côte, ils n'ont pas la même lisibilité, les deux n'ont pas été faits pour ça. Précision de l'allure instantanée en GPS double bande, oui, c'est hyper stable, même quand on passe sous les arbres. Bon, vous imaginez bien, hein, c'était le reproche que je faisais au Phoenix 6 et même au Phoenix 5. C'est que l'allure commençait à bagoter dès qu'on passait sous un couvert d'arbres. Là maintenant, c'est hyper stable. Alors, il faut se méfier un petit peu de ça parce que suffirait que Garmin ait lissé un peu plus sa prise de données pour que l'allure soit instantanée, au lieu d'être lissée sur 5 secondes, soit lissée sur 8 secondes et on aurait une fausse impression de stabilité. Donc là, je vais encore un petit peu vérifier ça, mais pour l'instant, les premiers tests que j'ai faits, c'est nickel. Une grosse mise à jour sur les Phoenix 6. Alors oui, actuellement c'est une mise à jour qui est en version bêta. J'étais très occupé avec la Phoenix 7 et l'Epix, vous vous doutez bien. Donc je ne l'ai pas installé. C'est une mise à jour alors, qui fixe pas mal de bugs, qui rajoute des nouveaux profils sportifs. Donc j'ai parlé des nouveaux profils sportifs pour le kite, pour le HIIT, le High Intensity Interval Training. Donc là, ça va être ajouté sur la Phoenix 6. Je n'ai pas trop suivi ça. Pour l'instant, je crois que c'est que encore en version bêta. Et donc, ça va sortir très prochainement sur les Phoenix 6, en version pour tout le monde. Stamina sur la gamme Phoenix 6. Il y a une mise à jour. Alors, techniquement, c'est tout à fait possible. Il n'y a aucun capteur particulier. C'est juste un algorithme. Donc, une mise à jour logicielle, ça pourrait passer. Honnêtement, je pense que ça ne se fera jamais. C'est quasiment la seule nouvelle fonctionnalité un peu phare des Phoenix 7. Il y a beaucoup de nouveautés sur l'interface, notamment dans les menus, les réglages. Maintenant, il y a des réglages auxquels on peut accéder à plusieurs endroits. Donc en fait, vous n'êtes plus forcément obligé de chercher en disant mince, c'était où qu'on allait se régler ce truc-là. En fait, comme il y a des fois 2 ou 3 endroits pour faire ces réglages, on peut tomber un peu plus facilement dessus. Donc il y a pas mal de petits changements. Mais bon voilà, Stamina pour moi c'est la nouvelle fonctionnalité phare, donc elle ne sera pas transférée au Phoenix 6. Non, la chose pour laquelle je n'ai pas de réponse, moi je ne l'ai pas demandé, c'est est-ce que la sauvegarde des réglages sur Garmin Connect et le fait de pouvoir faire les réglages sur Garmin Connect, est-ce que ça va être transféré au Phoenix 6? Je ne sais pas. J'aurais tendance à dire que non, parce que c'est quelque chose qui existait déjà sur le Edge 1030 Plus. Depuis un petit moment, c'est ce qui m'avait fait dire dans les prédictions que ça allait venir un jour sur les montres, c'est que ça existait déjà sur le compteur. Simplement, je pense qu'il y a plus de paramètres à faire sur la Phoenix 7, donc ça demande plus de travail aux développeurs pour transférer ça sur le Garmin Connect. Mais voilà, je me doutais que ça allait arriver. Bon, ça existait sur les 1030 Plus et c'est pas pour autant que ça a été transféré par mise à jour au 1030 ou au 830. Donc honnêtement, je pense que c'est quelque chose qu'on va trouver sur toutes les prochaines montres qui sortiront en 2022. Mais à mon avis, je ne suis pas sûr que ça soit transféré sur les anciennes. Bon, pour la Tactix, là, Julien, la Tactix, elle sortira forcément. Je ne sais pas quand, mais elle sortira forcément. Garmin va décliner une Quatix 7, une Tactix, alors ça ne sera pas Tactix 7, ça sera Tactix Eco normalement. Il y aura une MK3 pour la plongée, enfin bon voilà. La question maintenant, c'est de savoir dans quel ordre ils vont les sortir et à quel moment. Ah, les LED, ah oui, cool. Alors attendez, là j'ai Niels qui me demande de tout éteindre les lumières pour vous montrer
l'efficacité des LED de la Fenix 7. Et effectivement, ça c'est quelque chose. J'ai quelques vidéos, mais c'est vrai que dans le montage, j'en avais mis juste une petite passage, il y a quelques secondes. Là, je vais vous montrer ce que c'est. Et puis, vous allez voir, je vous montre déjà l'interface. Donc là, on peut l'utiliser en mode sportif, hein, bien sûr, c'est ça l'utilité. Si vous allez courir, ben, typiquement comme en ce moment, un petit peu le soir, ça éclaire très bien, donc ça permet d'être visible. Franchement, moi je suis grand, je fais 1m91 et avec la montre au poignet, je peux éclairer par terre pour voir où je mets les pieds. Mais pour le test là ce soir, je vais utiliser le raccourci donc dans le menu des commandes, le menu des raccourcis. Voilà, donc là, on a l'interface de réglage de l'intensité, donc on voit qu'on est au niveau 3/4 en blanc et ensuite en bas on a le rouge avec un seul niveau. Donc je vais éteindre, vous voyez ce que ça fait là, je pense que je peux même flasher le téléphone. Hop. Alors quand on l'utilise là depuis le menu des commandes, il est en allumage fixe. Vous voyez, là j'ai encore pas éteint la lumière. Et quand on court, il y a différentes modes de clignotement. Des clignotements plus ou moins longs, des longs cours, long cours, long cours. Il y a même un mode qui peut alterner du blanc et du rouge. Alors quand vous avez le bras devant, elle va clignoter blanc. Quand vous avez le bras derrière, elle va clignoter rouge. Bon, je vais éteindre la lumière et je vais revenir avec juste ça comme mode, comme éclairage. J'enlève le micro. Vous me direz si jamais j'oublie de le remettre. Voilà, avec le micro, vous m'entendrez peut-être mieux. Voilà, donc là, 25 cm à peu près entre la lampe et ma main. Si je la mets face à moi, vous voyez, et vous n'avez aucun problème. Je pense que là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que vous me voyez bien. Après, et là, je suis que donc au niveau 3/4. Si je passe en niveau 4. Voilà, là je suis allez, voilà. Là, il doit y avoir 40 cm. Vous voyez bien ma main, elle est seulement éclairée par la montre. Et puis si je vous montre le niveau rouge, voilà. Là, donc la rouge, il y a une seule LED, alors que pour le blanc, il y en a une de chaque côté, il y a 2 LED. Et donc là, pour le rouge, bon, vous voyez quasiment pas la lumière là. Il faut vraiment que je m'approche. Voilà. Donc là, ça permet juste d'être vu, mais voilà, ça suffit pour être vu par une voiture. Bon, donc on est bien d'accord que ça reste un gadget, que ça remplacera pas une lampe frontale, qu'une lampe frontale à 20 € pourrait faire au moins aussi bien, que au pire on peut sortir son téléphone portable et mettre la lampe torche. Bon, voilà, on sait jamais sur un coup, je sais pas, un coup pas trop prévu. Voilà, il y a des situations où ça peut éviter de sortir avec une lampe frontale. Vous sortez juste avec la montre, si c'est juste pour être vu parce que vous courez le long d'une route. Ben voilà, c'est pas très agréable de courir avec une frontale sur la tête chaque fois qu'on sort s'entraîner. Ben là, vous allumez la montre et puis je vais pas dire qu'il n'y a plus de problème, hein. C'est comme le radar RTL 515 à vélo. Ça n'empêchera pas une voiture de vous rentrer dedans, mais en tout cas, vous serez vu. Ah ouais, alors, petite boutade de Grégory. J'ai pas testé combien de temps la montre pouvait être utilisée en lampe torche. Donc là, je sais plus, j'étais à 89% cet après-midi. Là, je l'ai utilisé un petit peu, je suis à 88. Bon, mais en même temps, je pense que je l'ai utilisé pendant 5 minutes, quoi. Ah ouais, correct. Si vous voulez utiliser la Fenix 7X en frontale, il va falloir racheter des bracelets parce que ça fait pas le tour de la tête, c'est pas prévu. Ah mince, j'ai loupé un truc là. Je me demande si l'écran AMOLED est lumineux. Alors pour l'écran AMOLED, là je vous l'ai montré comme ça, il est en puissance 2/3. Donc là aussi, c'est quelque chose qui se règle. Alors bon, ça c'est un petit peu profond dans les réglages. Voilà, affichage. Alors on peut changer l'intensité lumineuse en fonction de l'utilisation montre ou l'utilisation sportive. Voilà, là il est à fond. Mais moi je le mets sur 2/3. Pascal qui demande si une Instinct 2 est prévue. Alors d'après les rumeurs, oui, il y a eu beaucoup de rumeurs la semaine dernière et effectivement il y avait bien une Instinct 2, il y a même des photos qui sont sorties je crois. Mais bon, j'ai pas relayé parce que j'étais pas trop sûr. Vraiment visuellement,
il n'y a aucun changement avec l'Instinct 1. Donc bon, j'ai pas relayé parce que c'est des photos qui apportaient pas grand-chose. En gros, des photos qui ressemblent à une Instinct en disant que c'est une Instinct 2, mais sans qu'on sache rien des fonctionnalités. Bon, j'ai estimé que ça apportait rien et donc je n'ai pas relayé. Des conseils sur les tailles de montres. Ah ouais, bah ça en fait, c'est vrai que j'ai du mal enfin, j'ai du mal, c'est pas que j'ai du mal, c'est que je suis honnête. Là, il y a quelqu'un cet après-midi qui m'a dit, par exemple, j'ai une Fenix 5S, je voudrais changer, et quelle taille tu me conseilles? Ben, bon, je lui ai dit tout bêtement, hein, si tu avais une Fenix 5S et que tu en étais satisfait, ben, continue avec une 7S. Là maintenant, j'ai moins de réticence à conseiller des petits modèles. Avant, je trouvais que, alors spécialement sur les Fenix 5 Plus par exemple, mais aussi sur 5S Plus, pardon, et aussi sur les 6S, je trouvais que l'autonomie, il y avait quand même une grosse baisse d'autonomie entre le modèle moyen et le modèle S. Donc pour une taille qui n'est pas beaucoup plus grosse, je recommandais quasiment systématiquement la Fenix 6 ou la 5 Plus par rapport à la 5S Plus et la 6S. Là maintenant, même la Fenix 7S a 40 heures d'autonomie, donc même le modèle non solar, 40 heures d'autonomie en GPS. Bon, là je trouve que cette fois c'est quand même acceptable. Ça veut dire que vous pouvez partir en rando, en week-end en rando sans prendre de câble, sans prendre de batterie externe, ça passe. Vous pouvez faire déjà des grands trails, 40 heures, même si on dit qu'avec l'affichage de la cartographie, etc., bon, vous tablez sur 30 heures. Bon, 30 heures, vous en faites déjà des courses. Donc voilà, maintenant, j'ai plus j'ai pas de regrets, ou en tout cas, j'ai pas de réticence à conseiller le modèle S. Alors après, c'est vrai que ça dépend. Ce qui est difficile, c'est que ça ne dépend pas que de la taille des poignets. Donc il y a souvent des gens qui me demandent quelle est la taille de mon poignet. D'ailleurs, je les remesure à chaque fois parce que je suis con, je ne le note pas ou je m'en souviens pas. Je suis capable de vous donner plein de fonctionnalités des montres, mais je ne suis pas capable de vous dire la taille de mes poignets que j'ai déjà mesuré 100 fois peut-être. Donc c'est pas qu'une question de taille de poignet parce que c'est aussi du ressenti personnel. Il y a des gens qui se sentent confortables même avec une grosse montre, ils s'en foutent. Il y a des gens qui par contre aiment pas ça. Et puis gros boîtier, ça veut dire aussi bracelet plus large. Et là, il y a des gens qui n'aiment pas non plus. Donc bah, c'est vrai que c'est difficile pour moi de choisir à votre place si vous aimez les petites montres ou les grosses montres. Est-ce que la taille de l'écran entre les modèles S, 7S, 7 et 7X a un impact sur le nombre de données qu'on peut afficher sur l'écran? La réponse est non. On peut afficher, d'ailleurs j'ai un doute, je crois que c'est 8 champs de données. Et d'ailleurs, on peut vérifier ça direct sur l'Epix, qui est donc le modèle intermédiaire. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà ce que ça donne, 8 chambres de données sur le modèle intermédiaire. Donc, l'Epix, c'est 454 pixels. Sur une Fenix 7, c'est 260 pixels. Julien, pourquoi tant de modèles différents? Parce qu'en fait, il y a tant d'envies différentes en fait. Il y a des gens qui aiment le tactile, d'autres qui n'aiment pas, certains qui aiment la molette, d'autres qui n'aiment pas, les petits boîtiers pour les femmes, les gros boîtiers pour plus d'autonomie. Et en fait, là où Suunto et Polar, ils peuvent sortir une montre qui doit être polyvalente, répondre à un peu tous les besoins, Garmin, eux, ils ont la force du marché, la force de leur part de marché, qui fait que ils utilisent le même logiciel, et puis ils changent les tailles de boîtier, et puis ensuite, ils s'adaptent aussi à la demande en termes de budget. Donc là, vous voyez, là, le fait de faire plusieurs versions, ça leur permet d'aller de 700 à 1000 euros. Voilà, peut-être qu'à 1000 euros, si toutes les Fenix 7 avaient été avec les fonctionnalités au top, mais coûtaient 1000 euros, il y a des gens qui se seraient peut-être tournés vers d'autres montres, d'autres Garmin ou bien d'autres montres de la concurrence. Bon, là, ils arrivent à tirer jusqu'à 700. Et puis en dessous de 700, il va y avoir les Forerunner, 945, 955 peut-être bientôt. Et puis ensuite, on continue de descendre. L'Instinct, si on veut rester sur le côté outdoor. Les Forerunner, si on veut être sur le côté sport et performance. Et puis ensuite, comme ça, ils descendent jusqu'à la Forerunner 55 à 200 euros. Et ils ont une gamme
avec certes beaucoup de versions, mais qui répond aux besoins de tout le monde. Ce qui fait que quand quelqu'un rentre dans un magasin, en fait, il peut dire au vendeur, ben voilà le sport que je pratique, voilà le budget que j'ai. Et puis ben, le gars, il va se tourner, il va se dire, ben toc, voilà la Garmin qui vous correspond. Ah, Christophe, t'es pas le premier à me parler de ça, qui me parle du cerclage autour de l'écran. Donc là, la lunette est là. L'écran, ben, on voit très bien où est-ce qu'il s'arrête. Et c'est vrai qu'il y a toujours ces petites bordures noires là. La Garmin, ben, c'est pas une Venu. La Venu, elle a un aspect qui fait plus smartwatch. La Venu, ça pourrait être un design à la Samsung. Et là, on essaye de chercher des écrans borderless. C'est assez confortable. Moi, j'aime assez bien les écrans borderless parce que c'est confortable quand on fait des glissés de doigts, par exemple, quand l'interface est complètement tactile. Là, Garmin, Garmin n'a pas destiné la Fenix aux geeks. Garmin, elle destine l'Epix, pardon. Garmin, elle destine l'Epix à quelqu'un qui avant avait une Fenix 5 Plus et puis qui veut se tourner vers un écran AMOLED. Donc, ils ont conservé le design. Donc bon, ceux qui aimaient le design des Fenix vont aimer cette montre. Et puis, c'est vrai que il y aura forcément des gens qui vont préférer le design d'une Galaxy Watch 4 ou même de la Huawei, Huawei Watch GT3 que j'avais testé. C'est vrai que l'écran était énorme. Il faisait encore 1 mm de plus que celui de la 7X. Donc là, celui-ci fait 35 mm. La Huawei Watch GT3 fait 36 mm avec une résolution énorme et puis des bords arrondis. Bon voilà, ça c'est la smartwatch. Mais la montre à outdoor, voilà, Garmin de toute façon a misé sur un design dont elle sait qu'il plaît. Et simplement, pour éviter de perdre les gens avec encore plus de modèles, ils décident de changer le nom. Donc moi, j'avais un peu misé là-dessus dans mon article de prédiction. Sauf que je voyais ça un peu différemment. Moi, j'aurais bien vu la Fenix devenir on va dire la smartwatch. Et puis, j'aurais bien vu l'Enduro prendre le côté solar, outdoor, etc. Bon là, Garmin a fait un autre choix, a décidé de faire rentrer Epix. Et puis donc Epix devient la montre avec AMOLED, Fenix devient la montre avec cartographie et en visant l'outdoor. Et je pense qu'ils vont conserver l'Enduro qui, elle, sera à grosse autonomie mais sans cartographie. Si vous vous rappelez, l'Enduro, c'était une Fenix 6 sans cartographie. Là, maintenant qu'il y a la cartographie sur toutes les Fenix 7, eh bien, ça redonne un petit peu la place à l'Enduro. Là, avant, il y avait des Fenix 6 sans cartographie, des Enduro sans cartographie. C'était difficile de voir un petit peu la différence. Là, maintenant, on a des Fenix 7 qui auront toute la cartographie. Et puis, l'Enduro qui n'aura pas la cartographie. Et l'Epix qui aura la cartographie et l'écran AMOLED. Alors, il y a, je ne sais pas quel est son nom, je trouve les prix exorbitants. Oui, j'avais fait une infographie, je crois, l'été dernier, qui montrait l'augmentation des prix à chaque génération de Fenix. Là, Garmin a été assez subtil. C'est-à-dire que si vous prenez à fonctionnalité égale, le prix de certaines Fenix n'a pas monté. Vous prenez par exemple une Fenix 7 de maintenant, elle est à 700 €. Vous prenez une Fenix 7 Pro Solar, fonctionnalité égale, hein. Il y a la recharge solar sur la Fenix, sur une Fenix 7 Solar par exemple. Fenix 7 Solar, Fenix 7 Pro Solar, cartographie recharge solaire, le prix n'a pas bougé. Par contre, là où ils ont été finaux chez Garmin, c'est qu'il n'y a plus de Fenix sans carto, alors qu'avant l'entrée de gamme des Fenix 6, les versions les moins chères, elles étaient moins chères parce qu'il n'y avait pas la carto. Donc là, Garmin a supprimé la première tranche de prix, et ils ont rajouté au-dessus la version Solar Saphir. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, il y avait soit une version Saphir, soit les versions Pro Solar, mais il n'y avait pas Solar Saphir. Et donc là, ils ont rajouté une tranche de prix au-dessus.
Donc j'ai plus exactement les tranches de prix des Phoenix 6, mais je pense que les Phoenix 6 devaient aller de 600 à 900 euros. Et là, les Phoenix 7, elles vont de 700 à 1000. Donc techniquement, à fonctionnalité égale, ils n'ont pas augmenté de prix. Alors qu'il y a des nouvelles fonctionnalités sur les Phoenix 7. La Phoenix 6, il n'y a pas Stamina, il n'y a pas Up Ahead, voilà. Mais les tranches de prix, elles sont comme ça. Synchronisation via la montre sans express permettra d'ajouter... attends, via la montre sans express... Ah oui, via les... Non, alors, la mise à jour des cartes via Wi-Fi, j'ai pas encore pu le tester parce que justement, il fallait avoir couplé la montre à un téléphone pour qu'elle puisse ensuite rechercher un réseau Wi-Fi. Donc, je l'ai seulement fait cet après-midi, en fin d'après-midi. Donc, j'ai encore pas regardé comment se passait la mise à jour des cartes via Wi-Fi. Mais la mise à jour des cartes par Wi-Fi, c'est uniquement sur les cartes Garmin. Toutes les cartes topo-actives, les cartes des stations de ski, etc. C'est pas comme ça que vous pourrez rajouter des cartes. Pour rajouter des cartes perso, il faudra brancher la montre à un ordinateur avec un câble USB et ensuite faire le transfert des quelques gigas de la cartographie que vous aurez téléchargée. Mais là-dessus, j'avais un tuto sur le blog sur comment ajouter une carto sur une montre Garmin. Et là-dessus, donc le tuto ne change pas en fait. Vous récupérez, vous téléchargez votre fichier, ce sera un fichier en .img. Vous le placez dans le dossier, je ne sais plus comment il s'appelle, Maps ou un truc comme ça. Et puis, non, vous le placez à la racine, dans le dossier qui s'appelle Garmin. Et ensuite, la montre redémarre et elle déplace le fichier là où il faut, elle le charge et puis ça ne marche pas. Est-ce que tu peux nous parler du poids? Alors là, je dois dire que j'ai plus ça en tête. Je vais aller ouvrir mon fichier Excel magique. Oui, parce que pour arriver à tenir les comparaisons, les articles, les vidéos, etc., j'ai un gros fichier qui me sert un peu de base de données. Donc là, je vois Epix 72 grammes, Phoenix 7S 58, Phoenix 7 72 et 7X 82. Alors ça, il faudra que je vérifie, parce qu'il me semble que c'est le poids des versions Saphir. Or, la version Saphir, elle a une lunette et une plaque arrière qui sont en titane, donc elle est plus légère. Là-dessus, donc si vous voulez avoir le poids des versions de base et des versions Solar, à mon avis, ça doit être un petit peu plus, parce que là, vous voyez, la 6X Pro faisait 93 grammes. La version Saphir que j'ai là fait donc 11 grammes de moins, 82. Mais je pense que la 7X Solar, elle doit être plus proche des 93 que des 82. À mon avis, la 7X Solar, elle est assez proche des 93 et elle est en acier. Et puis la version Saphir, elle, est en titane et du coup, ça fait une différence d'une dizaine de grammes. Si je regarde sur les Phoenix 7, voilà, sur les Phoenix 7, il y a à peu près la même chose. La Phoenix 7, moi je l'ai noté à 72 grammes. La 6 Pro était à 83. Donc là, vous voyez, on trouve 9 grammes de différence. Ah, d'ailleurs, j'ai dit 11. Non, oui, si, 11. Là, c'est donc toujours 11 grammes de différence. Et donc, je pense que c'est le poids de la 7 Saphir avec le titane. Donc voilà, il faut compter que titane, ça ajoute. Titane, c'est pas plus résistant aux rayures, mais ça permet de gagner une dizaine de grammes. Ce qui n'est pas négligeable. C'est plus de 10% du poids de la montre. Peut-on recharger une Phoenix en cours d'activité? Oui. Honnêtement, je n'ai pas testé, mais tous les modèles d'avant le faisaient, donc je ne vois pas pourquoi celle-ci ne le ferait pas. Pourquoi le choix du LTE n'a pas été retenu? Eh bien, tu vois ça, Laurent, c'est quelque chose que j'avais un peu anticipé dans mes prédictions. En fait, c'est simple. LTE, ça fonctionne avec la 3G, 4G. Phoenix 7, montre à outdoor. Ben, tu vois que c'est pas très compatible en fait. C'est difficile de vendre une montre à outdoor avec une fonctionnalité qui tue, la connexion à la 4G. Bon, dès que tu partiras en montagne, pas de 4G, pas de 3G, ça
sert à rien. Si tu veux en savoir un peu plus, va lire mon test de la Forerunner 945 LTE et tu verras qu'il m'est arrivé de perdre la connexion LTE juste en allant dans la forêt, sans même parler, avec du zéro dénivelé. Hein. Zéro dénivelé, 60 mètres d'altitude, tout plat, et bien voilà, juste aller au milieu d'une grande forêt, on se trouve un petit peu loin des villes et ça y est, on perd la 4G. Donc, ça va pas ensemble en fait. Vendre une montre outdoor pour faire du trail, de la rando, de l'aventure, et puis une fonctionnalité 4G qui va marcher que en ville, bon voilà, moi ça me surprend pas que Garmin, alors peut-être que dans quelques années, toutes les montres seront LTE, et puis voilà, tout comme maintenant, tous les téléphones portables ont un appareil photo, on se pose plus la question. Peut-être que dans quelques années, toutes les montres seront LTE, mais en tout cas pour le moment, LTE, c'est plus des... Et puis en plus, les fonctionnalités que Garmin a raccrochées derrière, avec l'échange de messages avec les spectateurs, bon, ça se prête plus à des choses sur des courses, un marathon, un triathlon. Mais voilà, pour l'instant, je pense que ça va rester sur les Venus, les Forerunner et pas les Phoenix. Moi, ça ne me choque pas. Ah, Thomas, pour la fonction d'urgence, oui, mais je pense que il y a quand même un risque au LTE, ou en tout cas à se reposer trop sur le LTE pour la fonction d'urgence. Parce que ben voilà, si on vend à des trailers que leur montre, elle pourra faire détection d'urgence, appel d'urgence, ben les gens ils vont partir de la montagne et puis ils vont se dire ouais, c'est bon, j'ai ma montre, elle fait LTE. Et le jour où ils en auront besoin, ben ça sera trop tard. En fait, ils se rendront compte qu'ils ne captent pas. Alors que le téléphone, si on est en 2G, on peut passer un appel et on peut appeler les pompiers. Avec la montre, telle que je l'avais testée sur la Forerunner 945 LTE, il fallait absolument être en 4G. Si jamais la zone où on était, c'était de la 3G, on perdait la connexion et il n'y avait plus rien qui passait. Donc je pense qu'il y a quand même un risque à ce que les gens, maintenant de toute façon les gens ont trop confiance dans leur matériel, eh bien voilà, peut-être que Garmin ne veut pas prendre ce risque. Alors soit ils se disent que c'est inutile, que ça ne sera pas vendeur, soit ils ne veulent pas prendre de risque. Même chose hein, pour l'électrocardiogramme. Alors tiens d'ailleurs, techniquement, quelqu'un m'a demandé si techniquement, par mise à jour, les Phoenix 7 et les Epix pourraient faire l'électrocardiogramme. Je pense que oui. En fait, pour faire un électrocardiogramme, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un élément de métal qui touche un poignet et puis un élément de métal qui touche l'autre main. Et puis ensuite, il y a un courant qui va passer à travers vos bras, votre torse. Donc ça passe par le cœur. Donc en fait, ici, on a une plaque en métal qui est en contact avec un poignet. Et il suffirait, exactement comme sur la Coros Vertix 2, de venir toucher la lunette là avec les doigts. Et puis ça y est, on a un contact, c'est-à-dire qu'on a la batterie de la montre qui est entre les deux. On passe par la plaque de métal, on passe par le bras, le torse, l'autre bras, et puis ensuite, tac, l'autre électrode qui est sur le dessus de la montre. Donc techniquement, oui, ils peuvent le faire. Après, est-ce qu'ils vont le faire par mise à jour ou est-ce qu'ils vont attendre une Phoenix 8 J'en sais rien. Alors, le capteur cardio au poignet, c'est pas le même. Donc là, j'ai la Phoenix 6, c'est les 4 fenêtres là, superposées. Et ici, c'est le capteur que j'ai testé sur la Forerunner 945 LTE et sur la Venue 2. Sur ces deux montres, ça m'avait donné de très bons résultats. Là, pour l'instant, j'ai fait qu'une sortie course à pied avec, donc il va falloir que je fasse encore d'autres tests. Je ne veux pas me faire un avis que sur une sortie, parce que ça peut dépendre des conditions, ça dépend de l'intensité de la séance, s'il y a des grosses variations, si je fais de l'endurance fondamentale ou quoi. Donc là, voilà, il va me falloir encore quelques sorties de sport pour arriver à me faire un avis, mais je pense qu'il sera au moins aussi bien. On verra. Après, j'utilise les deux parce que le poids et le format peuvent avoir aussi une influence, notamment sur le fait que les montres plus lourdes ballottent un peu plus que des petites montres comme la Forerunner 55 qui ont fait des super résultats, quoi. La puissance en course à pied. Alors, question de Frédéric, pourquoi il n'y a pas la puissance en course à pied native? Alors native de manière avec la puissance au poignet, c'est-à-dire mesurer la puissance sans capteur additionnel.
Là, pour l'instant, on peut le faire, mais il faut passer par ConnectIQ, c'est un petit peu plus compliqué que si c'était natif. Et puis ensuite, il y a l'intégration de la puissance de manière native, c'est-à-dire pouvoir programmer des séances d'entraînement basées sur la puissance. Bon, moi je pense qu'il faut voir ça, il faut voir sur le long terme. La Garmin, eux, ils réfléchissent pas que au 18 janvier, lancement de la Fenix 7. Ils savent tout ce qu'ils veulent sortir dans l'année 2022. Et moi, je verrais bien sortir une Forerunner 955. Et qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant quand vous sortez une Forerunner 55 si vous avez déjà sorti une Fenix 7 juste quelques mois avant? Disons que la Forerunner 955 sorte au mois de mai, un peu avant, juste au début de la saison de triathlon. Bon, si vous sortez une Forerunner 955 qui a les mêmes fonctionnalités que la Fenix 7, ça va peut-être un peu décevoir. Si vous sortez une Forerunner 955 en disant puissance en course à pied native, bien sûr, ça sera transféré au Fenix 7 par mise à jour, je pense que ça se passera bien en termes de vente. Les gens qui voulaient acheter une Fenix 7, de toute façon, ils auront acheté une Fenix 7 à sa sortie. Ils ne seront pas dégoûtés quand ils verront sortir la Forerunner 955. Et puis les gens qui attendaient parce qu'ils se disent ouais, mais moi j'ai quand même plus un profil où je cherche la performance sur les courses, je suis pas outdoor, j'ai pas besoin d'un écran saphir, etc. Pour le triathlon, elle est trop grosse. Et ces gens-là, quand ils verront sortir le 955, ils diront bingo, c'est celle-là que je voulais. Et puis ensuite, pour pas décevoir les gens qui ont payé une Fenix 7 plus chère, Garmin va tout simplement dire au fait, on transfère toutes les nouvelles fonctionnalités de la Forerunner 955 à la Fenix 7 parce que c'est notre fer de lance, la Fenix 7, et elle a de toute façon toutes les fonctionnalités qu'on propose. Et puis voilà, je pense que en termes marketing, c'est une stratégie gagnante. Donc en fait, il ne faut pas s'arrêter juste au 18 janvier, la sortie de la Fenix 7, mais il faut se dire qu'est-ce que Garmin va sortir sur toute l'année jusqu'à Noël. Bon, ça sera un peu avant Noël, hein. Leur dernière montre qu'ils vont annoncer, ça sera à la rentrée. En général, c'est au mois de septembre. Donc qu'est-ce que Garmin veut annoncer entre janvier et septembre? Voilà, s'il y a une Forerunner 955 qui est prévue, qui est déjà dans le calendrier, ça ne m'étonnerait pas que Garmin se réserve la petite surprise de la puissance en course à pied. Laurent, alors j'avais lu le début de ta question et finalement maintenant que je vois la fin, je me rends compte que ce n'est pas ce que j'allais te répondre. Tu me dis, quelqu'un qui a une Fenix 6X Pro, est-ce que tu lui conseilles de passer une Fenix 7 ou une Epix? Moi, j'allais te dire, si tu as une Fenix 6X Pro, garde-la encore. Je pense que tu peux largement faire 1 an avec ta Fenix 6X Pro, profiter des soldes de l'année prochaine ou du Black Friday l'année prochaine. Bon, Black Friday l'année prochaine, ça fera un peu plus que 1 an, mais bon, je pense qu'il n'y a pas d'urgence à ce que tu changes maintenant. Et tu pourrais largement, si tu avais une Forerunner 945 par exemple, je te dirais oui, passe à une Fenix 7. Si tu avais une Fenix 6 sans carto, je te dirais oui, passe à une Fenix 7. Mais là, une 6X Pro, je pense franchement que tu peux faire encore 1 an avec, sans problème. Les prédictions, les prédictions, là il y a un petit détail, Christophe. Les prédictions sur 10 km, 5 km, 10 km, semi-marathon, marathon. Là, il y a une petite évolution. Alors, ce n'est pas quelque chose que j'ai pu voir parce que je vous rappelle que jusqu'à aujourd'hui, je ne pouvais pas coupler les montres à mon Garmin Connect. Mais maintenant, il y a une évolution. Au lieu de vous présenter une prédiction des temps de course, maintenant, on va vous présenter une tendance, c'est-à-dire une évolution des prédictions des temps de course. Alors, il faut arriver à visualiser un peu ce que c'est. Mais par exemple, au lieu de vous présenter, vous dire, votre marathon, vous pouvez le faire en 4 heures. Maintenant, la montre, elle va vous dire, aujourd'hui, j'estime que vous pouvez faire votre marathon en 4 heures. La semaine dernière, j'estimais que vous pouviez faire votre marathon en 4h05. Il y a 2 semaines, j'estimais que vous pouviez faire votre marathon en 4h10. Et il y a 1 mois, j'estimais que vous pouviez faire votre marathon en 4h15. Et vous allez avoir une courbe. Alors, maintenant que je l'ai couplé, je ne sais pas si je l'ai, on va regarder en direct. Alors là, pour l'instant, je n'ai pas la courbe parce que je viens de la coupler aujourd'hui. Mais vous voyez, donc là, c'est l'écran de prédiction sur le 5 km. Et on a ici en bas l'échelle des abscisses, c'est le temps sur les 4 dernières semaines. Et donc vous allez avoir une courbe ici qui sera en fait l'évolution de votre prédiction du temps de course sur les 4 dernières semaines. Donc non seulement vous allez avoir un chrono du moment,
Et puis en plus, vous allez voir si ça a une tendance à s'améliorer ou si vous êtes en train de perdre. Et après, vous avez la même chose pour le 10 km, le semi et le marathon. Après, ça reste un algorithme. Quand c'est faux, ben, ça sera toujours faux. Là, je vous rappelle, hein, moi, là, il me fait une prédiction du marathon en 4h26. Au mois de juin, j'ai couru un marathon sans préparation en 3h56. Et donc même, alors qu'il sait que j'ai déjà fait un marathon en 3h56, il m'a jamais affiché une prédiction en dessous de 4 heures. Même la semaine d'après de mon marathon, il m'affichait toujours 4 heures et des brouettes. Bah, tu vois, Michael, toi, tu trouves, pour en revenir aux prédictions, tu trouves qu'ils sont optimistes. Et ben, moi, c'est le contraire. Moi, pour l'instant, j'ai toujours réalisé mieux que ce qui me prédisait. Et surtout, ce qui me gênait un petit peu, c'était de voir que après avoir couru un marathon en moins de 4 heures, bah, le lendemain, 2 jours après, et même une semaine après, il m'affichait toujours pas une prédiction en dessous de 4 heures. Donc là, bon, je trouvais ça un peu dérangeant que quand on a couru un marathon en 3h56, et ils nous disent pas 3 jours après qu'on peut courir un marathon en 3h56. Bon, mais voilà, de toute façon, c'est un algorithme, il essaye de se plier aux performances de chacun. Il y a forcément une notion de moyenne, hein. Il y a des gens qui seront mieux, il y a des gens qui seront moins bien. Un truc qui est sûr que ça ne prend pas en compte, c'est tout l'aspect mental, psychologique, motivation, tout ça. Ça, c'est sûr que c'est pas pris en compte. Alors après, bah, du coup, pour certains, c'est au-dessus, pour d'autres, c'est en dessous. Alors Laurent qui demande si la concurrence va s'aligner en sortant les montres en 2022. Alors s'aligner en termes de prix, en termes de fonctionnalité, ça te semble difficilement imaginable. Là, ça va être intéressant de voir ce que Coros va sortir, notamment si Coros arrive à améliorer sa cartographie, parce que là, pour l'instant, la cartographie proposée sur les Garmin est toujours meilleure. Donc le hardware de la Vertix 2 est super bien. La molette, en plus de l'écran tactile, c'est top et c'est quelque chose que les Fenix n'ont pas. Par contre, il faut reconnaître que pour tout le reste, les Fenix sont en avance, et notamment sur le côté routage des cartographies. Donc bon, on va voir ce que va sortir Coros. Après, Coros, ils ont déjà beaucoup avancé, hein, ils ont lancé leur Training Hub, donc ils ont... Bon, et Coros, ils ont des développeurs, il faut qu'ils développent les fonctionnalités sur les montres, et il faut aussi qu'ils développent les fonctionnalités sur l'appli, et il faut aussi qu'ils développent la plateforme d'analyse d'entraînement. Donc, voilà, soit ils les dispersent un petit peu partout, soit ils se disent, bon voilà, pendant quelques mois, on va se concentrer sur les montres parce qu'on va sortir une nouvelle montre, donc vous allez bosser là-dessus, puis en fait, du coup, c'est les applis qui n'avancent pas. Soit ils se disent, bon, on va pas faire grand-chose sur les montres, voilà, prochaine mise à jour, il n'y aura pas grand-chose, parce que là, je vais vous concentrer sur les outils d'entraînement, parce que c'est là qu'ils font qu'on rattrape. Bon, après, c'est eux qui fixent leurs priorités sur leur stratégie, hein. Alors, Christophe qui demande si j'ai déjà utilisé le nouvel oxymètre de pouls en H24. Eh bien, non, parce que au contraire, c'est le premier truc que j'ai réglé, c'est de le régler sur uniquement la nuit. Concrètement, activer l'oxymètre de pouls, donc c'est la petite LED rouge, en journée, ça sert à rien. Premièrement, tant que vous bougez, c'est-à-dire tant que vous n'êtes pas 30 secondes sans bouger, elle ne peut pas prendre de mesure. Deuxièmement, ça bouffe beaucoup d'autonomie. Et troisièmement, ça sert à rien. En fait, mesurer mon oxygénation sanguine pendant la journée, qu'est-ce que ça va m'apporter? Rien du tout. Donc moi, je l'active que la nuit. Là, par contre, je l'active la nuit parce que ça sert à quelque chose. L'oxygénation sanguine, c'est une donnée qui est intégrée dans le calcul de la qualité du sommeil. Donc là, ça apporte quelque chose. Donc là, je suis d'accord de sacrifier un peu d'autonomie pour gagner en qualité de données qui vont être mesurées par les capteurs de la montre. En journée, pour moi, ça ne sert à rien. Je l'ai testé en montagne au-dessus de Chamonix. Et en gros, tant que j'étais pas au-dessus de 2000 mètres, j'ai pas vu de différence dans les mesures. Je l'ai activé par exemple quand j'ai fait de l'alpinisme, où là j'ai dormi dans un refuge à, je sais plus, à 2700 je crois, 3003, je sais plus.
Bon bref, j'ai dormi, non, 2009 je crois. J'ai dormi dans un refuge j'ai dormi dans 2 nuits en refuge à voilà, pas loin de 3000 et j'ai fait 2 4000. Donc en fait, je suis monté, nuit en refuge, monté 4000, redescendu, nuit en refuge, remonté 4000 et redescendu. Donc là, oui, ça sert à quelque chose parce que on se rend compte que oui, la nuit en refuge, mon SPO2 il n'est pas remonté à 98%, que du coup ma qualité du sommeil et donc la récupération le lendemain était moins bonne. Là, ça sert à quelque chose. Ah ouais, alors quelqu'un qui demande la différence entre GPS, GNSS et multifréquence. Alors, avant, on parlait de GPS parce qu'il n'y avait que la constellation des satellites GPS qui permettait de se géolocaliser. Petit à petit, il y a eu donc GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. On trouve encore QZSS et IRNS, je crois. Donc, c'est les constellations américaines, russes, européennes, chinoises, japonaises et indiennes. Donc maintenant, en fait, il y a 6 systèmes de géolocalisation. 5 qui couvrent toute la Terre et 1, le QZSS, qui ne couvre que le Japon et l'Australie. Et donc, en fait, quand on parle d'une puce GPS, qui est compatible avec ces plusieurs systèmes, on ne devrait pas parler de GPS parce que finalement, le Galileo, ce n'est pas GPS. GPS, c'est un des 6 systèmes. Donc on parle de GNSS. Alors je ne sais plus ce que ça veut dire. C'est global. Global, je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider. Bon. Donc GNSS, c'est le mot générique pour parler de tous ces systèmes. Si je fais le parallèle avec les voitures, vous avez Renault, Peugeot, Audi, BM, Mercedes, et on appelle ça des voitures, ou des marques de voitures. Ensuite, sur maintenant, là je suis en train de faire une vidéo YouTube, il faut que je fasse une vidéo exprès pour vous expliquer ça. Alors c'est aussi pour ça que je fais ces lives, c'est que ça me fait venir des idées. En fait c'est grâce à vous, c'est en échangeant avec vous que j'ai plein d'idées pour faire des articles, des tutos. Ah voilà Alexis, Global Navigation Satellite System. Ensuite, sur certains de ces systèmes, GPS, Galileo, et il me semble que c'est Beidou, chaque satellite peut envoyer des signaux sur 2 fréquences. Donc jusqu'à maintenant, on avait des montres qui pouvaient capter le signal de plusieurs GNSS. Donc on avait GPS plus GLONASS, on avait GPS plus Galileo, GPS plus Beidou. Là maintenant, multi-GNSS, c'est la montre qui capte les signaux de toutes les constellations. Donc elle va chercher en même temps GPS, Galileo, GLONASS, Beidou, tout. Et puis ensuite, il y a le multifréquence, où là, en plus de chercher le signal de toutes les constellations, eh bien, il y a 3 constellations particulières. Alors, GPS et Galileo, je suis sûr. Je crois que le 3e, c'est Beidou, où chaque satellite peut envoyer des signaux sur 2 fréquences différentes. Donc c'est le même satellite, c'est la même constellation, mais il envoie sur 2 fréquences. La montre, elle, en multifréquence, ou en double fréquence, multibande en anglais, donc vous verrez sûrement un petit peu tous les termes, eh bien, elle va pouvoir écouter tous ces signaux. Ce que ça apporte en plus, c'est que ces 2 signaux, comme ils n'ont pas la même fréquence, ils ne vont pas être affectés de la même manière pendant leur temps de trajet. Et notamment sur les multitrajets, et particulièrement en ville. En ville, vous savez, je l'ai peut-être déjà expliqué, le signal de satellite, il peut se réfléchir sur les immeubles. En fait, les immeubles, pour le signal de satellite, ça agit comme un miroir. Sauf que du coup, le rayon, si mettons, on va dire que la montre est au niveau de mon menton, le signal GPS, il y a peut-être un signal qui va venir faire comme ça, un qui va faire comme ça, et vous voyez que ça fait plusieurs trajets qui ont des temps de propagation différents. Et comme la montre, elle calcule le temps de trajet du signal, eh bien si le trajet fait ça
au lieu de venir directement du satellite à la montre, eh ben, ça va fausser le positionnement. Donc le fait d'avoir deux fréquences différentes, ça va permettre au récepteur, à la montre, eh bien, de corriger, en gros, de corriger le signal d'une fréquence par ce qui a été reçu sur l'autre fréquence. Donc voilà, vous avez l'explication en live. Je remettrai probablement ça en forme de manière un peu plus propre et je pense que ça peut faire l'objet d'une vidéo spéciale sur YouTube pour bien vous expliquer ça. Dernière question, dernière réponse, c'est la question de Raphaël sur l'épaisseur. Si on descend au dixième de millimètre près, oui, il y a une petite différence. Ça dépend des modèles. Il y a un ou deux modèles qui est genre un dixième de millimètre plus petit, plus fin, et il y a un autre modèle qui est un dixième de millimètre plus épais. Mais globalement, je ne les ai pas mentionnés dans mon article parce que globalement, vous pouvez retenir que en fait, c'est la même épaisseur entre les Phoenix 6, 6S, 6 ou 6X et les 7S, 7 et 7X.